Maman !» Le mot sortit des lèvres du garçon comme un murmure brisé, presque inaudible entre les sanglots qui secouaient son petit corps de 2 ans. Carmen Gutiérrez sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Thomas était blotti contre sa poitrine, tremblant, les joues rouges et gonflées à force de pleurer. Mais ce n'était pas ses pleurs qui l'avaient paralysé, c'était sa petite main. Cette petite main tremblante qui pointait avec insistance vers le mur de la chambre, vers le papier peint bleu ciel avec des motifs de nuages blancs. Et il répéta, cette fois avec plus de désespoir, « Maman, maman !» Carmen regarda dans la direction indiquée par le garçon. Il n'y avait qu'un mur vide, rien d'autre. Du papier peint parfaitement collé, une armoire encastrée en bois de cerisier, un abat-jour en forme de lune, rien d'anormal. Mais Thomas continuait à pointer du doigt. Ses petits yeux sombres, si différents des yeux verts de Madame Vanessa, étaient fixés sur ce mur comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Chut, mon petit ange !» murmura Carmen en le berçant doucement. « Calme-toi, maman est là. » Mais un frisson lui parcourut l'échine. Thomas n'appelait pas Vanessa « maman ». Il l'appelait « mère », avec ce ton doux que les enfants utilisent lorsqu'ils cherchent du réconfort. Maman était différent, plus profond, plus désespéré, comme s'il cherchait quelqu'un qui n'était plus là, ou quelqu'un qui n'aurait jamais dû partir. Carmen avait travaillé pendant 23 ans à s'occuper des enfants d'autres familles. Elle avait changé des couches, préparé des biberons, soigné des genoux écorchés, séché des larmes. Elle connaissait tous les types de pleurs d'enfants. La faim, le sommeil, la douleur, la peur, les caprices. Mais là, c'était différent. C'était un appel à l'aide que le garçon ne savait pas exprimer avec des mots. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. « Que faites-vous dans la chambre de mon fils ?» La voix de Vanessa Villalobos trancha l'air comme un couteau. Carmen se retourna lentement, Thomas toujours dans ses bras. Vanessa se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un ensemble en soie couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ce que Carmen gagnait en 6 mois. Ses cheveux châtain clair tombaient en boucles parfaites sur ses épaules et ses yeux verts la dévisagèrent de haut en bas avec le genre de dédain que Carmen connaissait bien après 3 ans passés à travailler dans ce manoir. « Excusez-moi, Madame Vanessa », répondit Carmen d'une voix aussi calme qu'elle le pouvait. « Le petit garçon pleurait beaucoup et je suis venue voir si… » « Thomas pleure tout le temps, » l'interrompit Vanessa en s'avançant vers lui. « C'est normal. Je n'ai pas besoin que tu accours chaque fois qu'il fait une crise. » Vanessa arracha le garçon de ses bras d'un geste brusque. Thomas protesta immédiatement, tendant ses petites mains vers Carmen, et se remit à pleurer encore plus fort. « Madame Vanessa », osa Carmen, choisissant chaque mot avec soin. « J'ai remarqué qu'il pleure toujours quand il s'approche de ce mur. Peut-être y a-t-il quelque chose qui le dérange. De l'humidité, ou peut-être… » Les yeux de Vanessa se plissèrent dangereusement. « Carmen. » Sa voix s'abaissa jusqu'à devenir glaciale. « Vous travaillez ici depuis 3 ans. 3 ans pendant lesquels j'ai été très clair sur vos fonctions. Nettoyez cette maison. C'est tout. Vous occupez de mon fils, donnez votre avis sur mon fils, ou vous immiscez dans les affaires de ma famille, ne fait pas partie de vos tâches. » Carmen serra les poings. Elle ressentait cette oppression familière dans sa poitrine, celle qui survenait chaque fois qu'elle était humiliée, celle qu'elle avait appris à ravaler pendant des décennies en travaillant pour des gens qui la considéraient comme un simple élément de décoration. Mais les pleurs de Thomas étaient différents cette fois-ci. C'étaient les mêmes pleurs qu'elle avait entendus 25 ans auparavant dans un hôpital public aux murs blancs et froids. Les pleurs de son fils prématuré pendant ces 3 jours terribles avant que son petit cœur ne s'arrête pour toujours. Des pleurs qui appelaient à l'aide. Des pleurs qui disaient « Quelque chose ne va vraiment pas et personne ne m'entend. » « Excusez-moi, Madame Vanessa », murmura Carmen en baissant la tête. « Je vais continuer le ménage. » Elle quitta la chambre, sentant le regard de Vanessa planté dans son dos comme des aiguilles. Mais tandis qu'elle descendait les escaliers en marbre importé, tandis que l'odeur artificielle du jasmin l'enveloppait comme un linceul parfumé, tandis que les pleurs de Thomas continuaient de résonner dans tout le manoir, Carmen Gutiérrez prit une décision. Elle allait découvrir ce qui se cachait derrière ce mur, même si cela lui coûtait son emploi, même si cela lui coûtait tout. 2 jours plus tard, Carmen arriva au manoir 1 heure plus tôt. Ce n'était pas prévu. Elle n'arrivait tout simplement pas à dormir. Les pleurs de Thomas résonnaient dans son esprit comme un disque rayé, répétant toujours le même passage
Maman, maman, maman !» Et cette petite main pointant vers le mur vide, ce regard désespéré de quelqu'un qui sait quelque chose qu'il ne peut pas dire. Vanessa dormait encore. Andrés était parti en voyage d'affaires à Monterrey. La maison était plongée dans un silence artificiel, pesant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « C'est maintenant ou jamais !» pensa Carmen en montant les escaliers sans faire de bruit. La chambre de Thomas était plongée dans la pénombre. Le garçon dormait paisiblement dans son lit, serrant dans ses bras un ours en peluche. Carmen l'observa pendant quelques secondes, sentant une douleur dans sa poitrine. Il semblait si innocent là, si petit, si vulnérable. Elle s'approcha du mur. Elle colla son oreille contre le papier peint bleu ciel. Silence. Elle tapota légèrement du bout des doigts. Le son était creux, différent des autres murs, comme s'il y avait un espace vide de l'autre côté. Carmen fronça les sourcils. Elle tapota à nouveau, un peu plus fort. C'est alors qu'elle entendit « toc, toc, toc ». Quelqu'un lui répondait. Son sang se glaça. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle dut appuyer sa main contre le mur pour ne pas vaciller. Elle regarda désespérément autour d'elle, mais il n'y avait personne. Thomas continuait à dormir. La maison restait silencieuse. Le bruit se fit entendre à nouveau. Cette fois-ci, il était plus fort, plus insistant. Toc, toc, toc. Ce n'était pas son imagination. Il y avait quelqu'un, ou quelque chose, de l'autre côté de ce mur. Les mains tremblantes, Carmen passa ses doigts sur la surface du papier peint, à la recherche d'une irrégularité. Et puis elle remarqua, une petite partie était légèrement décollée sur le bord inférieur, comme si quelqu'un y avait récemment touché. Elle appuya sur cet endroit. Le mur céda légèrement. Mon Dieu! Il descendit en courant jusqu'à la buanderie et prit un tournevis et un petit marteau que M. Andrés utilisait pour les réparations domestiques. Ses mains transpiraient tellement qu'il faillit laisser tomber les outils à 2 reprises sur le chemin du retour. Quand il revint dans la chambre, Thomas avait bougé dans son lit, mais il continuait à dormir. Carmen commença à travailler sur le mur, enlevant soigneusement le papier peint. En dessous, il y avait du bois, mais c'était du bois neuf, différent du reste de la structure, comme s'il avait été installé récemment. Elle inséra le tournevis entre 2 planches et appuya. Le bois céda facilement. Il n'était pas cloué, il était simplement emboîté. C'est une fausse porte, comprit Carmen, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle retira les planches une par une, révélant un espace sombre derrière le mur. Une odeur de moisi et autre chose, quelque chose de sucré et écœurant qu'elle ne parvint pas à identifier, s'échappa de la cavité. Carmen éclaira l'intérieur avec la lampe torche de son téléphone portable. Ce qu'elle vit la fit trébucher en arrière, la main se portant à sa bouche pour étouffer un cri silencieux. À l'intérieur du mur se trouvait un enregistreur numérique clignotant d'une lumière rouge, des documents éparpillés sur le sol, des vêtements de bébé et des photos. Beaucoup de photos. Les mains tremblantes, il prit le premier document. C'était un certificat de naissance. Nom de l'enfant, Thomas Villalobos. Nom de la mère, Diana Mendez. Nom du père, Andrés Villalobos. Il n'y avait aucune mention de Vanessa. Le monde de Carmen s'est arrêté de tourner. Elle prit d'autres documents. Il y avait une carte d'identité d'une jeune femme nommée Diana Mendez, brune, yeux foncés, exactement comme Thomas. Et il y avait des photos de Diana enceinte, des photos de Diana à l'hôpital, et une dernière photo qui fit étouffer un cri à Carmen, Diana tenant dans ses bras un nouveau-né qui était clairement Thomas. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans les photos prises à l'hôpital. Diana avait une expression de pure panique sur le visage, et il y avait des marques violacées sur ses bras, comme si quelqu'un l'avait maintenue de force. Le bouton d'enregistrement continuait de clignoter. Carmen le prit délicatement, et appuya sur le bouton « Lecture ». La voix qui sortit de l'appareil était celle d'une jeune femme désespérée. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ils ont pris mon bébé. Je ne suis pas morte en couche comme ils le disent. Je suis retenue ici dans cette clinique. Je m'appelle Diana Mendez et ils ont volé mon fils Thomas. S'il vous plaît. » L'enregistrement fut interrompu par des bruits de lutte et une voix masculine ordonnant froidement « Éteignez ça et administrez-lui une autre dose de sédatif. » Carmen tremblait de la tête aux pieds. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'elle puisse les contrôler.
Diana était vivante, et quelqu'un avait élaboré un plan macabre pour voler son bébé et le remettre à Vanessa. C'est alors qu'elle entendit le bruit de voitures arrivant dans le garage. Vanessa était de retour. Si cette histoire vous a déjà donné des frissons, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car ce que Carmen va découvrir à partir de maintenant est encore plus choquant. Et vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce qui va suivre. Carmen rangea les documents dans la poche de son uniforme, les mains tremblantes au point de presque déchirer le papier. L'étiquette brûlait contre sa poitrine comme une braise vive. Elle remit les planches de bois en place avec une hâte désespérée, essayant de dissimuler tout signe, indiquant que quelqu'un avait fouillé là. Le bruit de pas montant les escaliers résonna dans le couloir. Vanessa. Carmen courut jusqu'à la salle de bain de la chambre de Thomas et ouvrit le robinet du lavabo, faisant semblant de nettoyer. Son reflet dans le miroir montrait une femme au visage pâle et aux yeux écarquillés de terreur. Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses tremblements. « Carmen !» La voix de Vanessa résonna à la porte, froide, maîtrisée, dangereuse. « Que fais-tu ici si tôt ?» Carmen se retourna, serrant un chiffon avec une force excessive. « Bonjour, Madame Vanessa. Je me suis réveillée tôt et j'ai décidé d'avancer dans mon travail. » Elle nettoyait la salle de bain de Thomas avant qu'il ne se réveille. Les yeux verts de Vanessa la parcoururent lentement, comme si elle cherchait une faille dans son histoire. Puis ils se tournèrent vers la chambre, vers le mur. Carmen sentit une sueur froide lui couler dans la nuque. « Le papier peint là-bas est un peu décollé », remarqua Vanessa, et Carmen eut l'impression que son cœur s'était arrêté de battre. « Je vais devoir appeler un décorateur pour qu'il jette un œil. »« Oui, madame. »« Je peux le recoller si vous voulez. »« Non. » La réponse fut trop rapide, confirmant tous les soupçons de Carmen. « Je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Je vais faire une rénovation complète. Il est peut-être temps de remplacer ce papier peint enfantin par quelque chose de plus durable. Elle va sceller le mur pour toujours, comprit Carmen. Elle va détruire toutes les preuves. Je comprends, Madame Vanessa. Vous pouvez continuer. Et Carmen ? Vanessa se retourna dans l'embrasure de la porte, le regard acéré comme du verre. La prochaine fois, arrivez à l'heure. Je n'aime pas les surprises chez moi. Lorsque Vanessa sortit, Carmen dut s'appuyer contre l'évier. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle regarda son téléphone, 7h23 du matin. Il lui restait encore 10 heures avant de pouvoir partir. 10 heures à faire semblant de ne rien savoir. 10 heures avec ses documents qui la brûlaient dans sa poche. 10 heures à savoir qu'une mère était enfermée quelque part, droguée, croyant que son fils était mort, tandis que le garçon pleurait tous les jours en pensant à elle. Le reste de la matinée s'écoula dans un brouillard de tension. Chaque fois que Vanessa apparaissait, Carmen sentait ses jambes fléchir. La femme l'observait avec une attention excessive, apparaissant dans toutes les pièces qu'elle allait nettoyer, posant des questions anodines qui ressemblaient à un interrogatoire. « Carmen, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 3 ans, Madame Vanessa. »« Et vous avez une famille ?»« J'ai une fille, Paula. Elle est infirmière. » Quelque chose brilla dans les yeux de Vanessa, quelque chose que Carmen ne parvint pas à déchiffrer. « Infirmière, c'est intéressant. Dans quel hôpital travaille-t-elle ?»« À l'hôpital public Santa Cruz. »« Je vois. » Vanessa sourit, mais ce sourire était dépourvu de chaleur. « Vous devez gagner très peu, j'imagine. Vous et votre fille, 2 femmes qui se battent seules. La vie n'est pas facile pour vous, n'est-ce pas ?» Carmen sentit un frisson la parcourir. C'était une menace voilée. « On se débrouille, madame. J'en suis sûr. » Vanessa s'approcha davantage, baissant la voix. C'est pourquoi il est important d'apprécier les bons emplois quand on en a, n'est-ce pas? Des emplois bien rémunérés, qui aident à payer les factures, qui assurent la sécurité de la famille. Ce serait dommage de perdre quelque chose comme ça à cause d'une curiosité inutile. Les yeux de Vanessa étaient comme de la glace verte. Carmen baissa la tête. « Oui, madame, excusez-moi. » Quand elle put enfin aller aux toilettes à 11 heures, elle verrouilla la porte et appela Paula les mains tremblantes. « Maman, tout va bien? Tu n'appelles jamais à cette heure-ci ?»« Paula, j'ai besoin de ton aide. » La voix de Carmen n'était plus qu'un murmure désespéré. « J'ai découvert quelque chose de très grave ici, dans cette maison. Il y a une femme, une mère. Ils lui ont volé son bébé et la retiennent prisonnière dans une clinique. J'ai des preuves. » Silence à l'autre bout du fil. « Maman, tu es sérieuse ? » « Tout à fait.
Et je pense que Vanessa se doute que je sais quelque chose. Elle vient de me menacer, Paula. Pas directement, mais j'ai compris le message. Maman, tu dois partir de là-bas immédiatement. Je ne peux pas. Si je pars précipitamment, elle saura que j'ai découvert quelque chose. Je dois finir ma journée normalement. Mais j'ai besoin de ton aide pour trouver cette femme. Comment ça, la trouver? Elle est dans une clinique. Elle a enregistré un message pour demander de l'aide. Elle dit qu'on la maintient sous sédatif et qu'on lui a dit qu'elle était morte en couche. Paula, tu travailles dans un hôpital. Tu connais des gens dans plusieurs cliniques de la ville. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Paula prit une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Maman, si ces gens sont capables de voler un bébé et d'enfermer une femme, tu crois qu'ils hésiteront à faire pire? Je sais, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu ce garçon pleurer tous les jours. Je ne peux pas, Paula. Un long silence. D'accord, je vais voir ce que je peux découvrir. Mais promettez-moi une chose. Si vous vous sentez en danger, vous vous enfuyez, quoi qu'il arrive. Promis? Je te le promets. Mais en raccrochant, Carmen savait qu'elle mentait, car certaines choses étaient plus importantes que sa propre sécurité, et la voix désespérée de cette mère enregistrée, implorant de l'aide, en faisait partie. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà dû choisir entre votre sécurité et faire ce qui est juste? Racontez-nous dans les commentaires, j'ai très envie de lire votre histoire. Paula a rappelé 3 heures plus tard, la voix tendue et basse. Maman, je l'ai trouvé. Carmen était en train de passer un chiffon dans la bibliothèque lorsque le téléphone a vibré. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer qu'elle était seule avant de répondre. Où? À la clinique El Renasser à Polanco. J'ai parlé à une réceptionniste qui me connaît d'autres hôpitaux. Ils ont une patiente hospitalisée depuis près de 2 ans qui correspond exactement à la description. Jeune, brune, elle a été hospitalisée pour un syndrome dissociatif grave, peu après avoir prétendument perdu un bébé à la naissance. Carmen ferma les yeux, sentant les larmes lui brûler les paupières. C'est elle. Il y a plus, maman. Selon la réceptionniste, la patiente est dans une aile de soins de longue durée, isolée des autres patients, et elle a des crises où elle crie qu'on lui a volé son bébé. Mon Dieu. Et le médecin responsable est un certain docteur Hugo Salazar. Carmen sentit son sang se glacer. Salazar. Hier, j'ai entendu Vanessa parler à une visite, une certaine docteur Martha Salazar. Ils doivent être mariés ou apparentés. Maman, c'est un complot, et ces gens ont du pouvoir, de l'argent, des relations. S'ils découvrent que tu sais, ils se doutent déjà de quelque chose. Vanessa m'a menacé ce matin. Alors tu dois partir de là-bas immédiatement. Je ne peux pas, ma fille. Si je disparais tout simplement, ils sauront que c'est moi qui ai découvert la vérité. Et ils détruiront toutes les preuves avant que quelqu'un puisse faire quoi que ce soit. Maman, Paula, cette femme est emprisonnée depuis 2 ans. 2 ans sous médicaments, croyant que son fils est mort. Et Thomas pleure tous les jours, cherchant la mère qu'on lui a volée. Je ne peux pas simplement partir et faire comme si je ne savais rien. Silence. Que veux-tu faire? Carmen regarda par la fenêtre de la bibliothèque. Dehors, dans un jardin parfaitement entretenu, Vanessa poussait Thomas sur une balançoire. Le garçon ne souriait pas. Il regardait simplement dans le vide, avec ses yeux sombres et tristes. « Je veux la ramener. Je veux réunir cette mère et son fils. C'est de la folie. » « Je sais. » Paula prit une profonde inspiration. « Alors, je vais le faire avec toi. » Le lendemain soir, à 22 heures, Carmen et Paula se tenaient de l'autre côté de la rue, en face de la clinique El Renasser. Le bâtiment était discret, ressemblant davantage à un immeuble de bureau qu'à un établissement médical. Les lumières étaient faibles aux fenêtres. La sécurité était minimale. La façade impeccable cachait des secrets sordides. « L'infirmière qui est mon amie a réussi à déverrouiller une porte latérale », murmura Paula. « Nous avons 15 minutes avant la prochaine ronde de sécurité. » Carmen serra la main de sa fille. « Si quelque chose ne va pas, cours. Ne te retourne pas, cours, c'est tout. »« Maman, promets-le. »« Je te le promets. Mais toi aussi. » Elles traversèrent la rue à grands pas. La porte latérale s'ouvrit facilement. Le couloir intérieur sentait le désinfectant et quelque chose de plus lourd. Le désespoir, peut-être, ou l'abandon. Elles montèrent un escalier. Deuxième porte à droite. Chambre 237. Paula jeta un œil par la petite fenêtre de la porte. Il y a une femme allongée. Elle dort.
Carmen regarda aussi. Même dans la pénombre, elle reconnut le visage des photos. Diana Mendes, trop maigre, pâle, les cheveux en bataille, mais c'était bien elle. Paula ouvrit la porte avec la clé que l'infirmière avait obtenue. Elles entrèrent en silence. Diana était visiblement sous sédatif, respirant lentement. Paula lui administra une petite dose de stimulant. Ça va prendre quelques minutes pour faire effet. C'est alors qu'elles entendirent des pas dans le couloir. Carmen éteignit la lumière et se cacha derrière la porte. Paula se glissa derrière un rideau. La poignée de la porte commença à tourner. Puis Diana a ouvert les yeux. Lentement, confuse. Elle regarda autour d'elle sans comprendre où elle était, ni qui étaient ces deux femmes cachées dans sa chambre. La porte s'est ouverte. Un homme grand est entré avec une lampe de poche. Carmen a reconnu le visage des photos de remise des diplômes accrochés dans le couloir. Le docteur Hugo Salazar. Il s'approcha du lit pour vérifier le pouls de Diana. C'est étrange, ses pupilles sont plus dilatées. C'est alors que Diana le regarda droit dans les yeux, avec une lucidité qui le fit reculer. « Où est mon fils ?» Le médecin secoua la tête, agacé. La dose perd son effet plus rapidement que d'habitude. Il prit une seringue sur un plateau à côté du lit. « Je vais devoir augmenter le dosage. »« Non. » Le cri de Diana résonna dans la chambre. Elle essaya de se lever, mais ses jambes la soutenaient à peine après des mois d'immobilisation. Le docteur Salazar lui saisit fermement le bras. « Restez tranquille, ça fera moins mal. » C'est alors que Carmen sortit de sa cachette. « Lâchez-la. » Le médecin se retourna, choqué. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entrée ici? Je suis celle qui va mettre fin à toute cette mascarade. » Carmen s'avança, surprise par son propre courage. « Diana, je sais où se trouve Thomas. » Les yeux de Diana s'écarquillèrent. « Thomas? Mon bébé. Il est vivant. » « Oui, et il te cherche tous les jours. » Diana se mit à pleurer, des sanglots secouant son corps frêle. Le docteur Salazar lâcha Diana et s'approcha de Carmen d'un air menaçant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, madame. » Paula apparut derrière lui, une autre seringue à la main. « Et vous ne savez pas qui vous menacez. » Le médecin regarda l'une puis l'autre, la panique apparaissant enfin sur son visage. « Vous êtes toutes les deux folles. Sécurité! Sécurité !»« Ça ne sert à rien de crier, » dit Paula calmement. « Votre sécurité est occupée par une fausse urgence que j'ai créée à l'étage inférieur. » Diana réussit à se mettre debout en s'appuyant sur le lit. Elle regarda Carmen avec une gratitude mêlée de désespoir. « S'il vous plaît, emmenez-moi voir mon fils. » À ce moment-là, Carmen sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elles allaient jusqu'au bout. Si ce rebondissement vous a donné des frissons, si vous soutenez cette mère autant que moi, laissez votre like maintenant. Cela nous montre que vous voulez plus d'histoires réelles comme celle-ci. Elles ont emmené Diana hors de la clinique, enveloppée dans une couverture que Paula avait apportée. Elle pouvait à peine marcher après 2 ans sous sédatif, alors Carmen et Paula l'ont soutenue, chacune d'un côté, la portant pratiquement dans les escaliers. Le docteur Salazar est resté coincé dans la chambre 237, enfermé de l'extérieur. Il criait des menaces que personne d'autre n'entendait. Une fois dans la rue, Diana a respiré l'air de la nuit comme si c'était la première fois de sa vie. Elle a fermé les yeux. Des larmes coulaient sur son visage amaigri. Je pensais que je ne sortirais jamais de là. Carmen lui a pris la main. Elle était froide et tremblante. « Tu es sortie, et maintenant nous allons te ramener chez toi. »« Chez moi ?» Diana rit sans joie. « Je ne me souviens même plus ce que c'est. » Paula a arrêté un taxi. Les 3 femmes se sont installées à l'arrière. Diana était coincée entre Carmen et sa fille, son corps tremblant appuyé contre l'épaule de Carmen, comme si elle avait besoin de sentir la présence physique de quelqu'un. Le taxi roula en silence dans les rues éclairées de la ville. Diana regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés, comme si tout était étrange et nouveau. Des panneaux publicitaires, des voitures, des gens qui marchaient normalement. Un monde qui avait continué à tourner pendant qu'elle était coincée dans un lit d'hôpital, droguée, oubliée. « Thomas !» murmura soudain Diana. « Comment va-t-il? Est-ce qu'il va me reconnaître ?» Carmen sentit une boule dans sa gorge. « Je ne sais pas. Il a 2 ans maintenant. Mais il te cherche tous les jours. Il pleure près de ce mur. Il le montre du doigt et dit « Maman ». Comme s'il savait. Tu comprends? Comme s'il sentait que tu étais là, de l'autre côté, essayant de l'atteindre. Diana se couvrit le visage de ses mains et se mit à sangloter.
Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, c'étaient des pleurs bruyants, viscéraux, ceux de quelqu'un qui a retenu trop de douleur pendant trop longtemps. Paula et Carmen restèrent là, chacune d'un côté la laissant pleurer. Quand elle s'est enfin calmée, Diana s'est essuyé le visage avec la manche du sweatshirt qu'on lui avait prêté. « Désolé, c'est juste que ça fait 2 ans. 2 ans sans le toucher, sans entendre sa voix. Sans savoir s'il allait bien, s'il avait faim, s'il avait peur. » Sa voix se brisa à nouveau. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être mère et de ne pas pouvoir protéger son enfant. » Carmen lui serra la main plus fort. « J'ai perdu un enfant. Il avait 3 jours quand son petit cœur s'est arrêté. Je sais donc ce que c'est que de se sentir comme une mère qui a échoué. Mais tu n'as pas échoué, Diana. Tu as été victime. Et maintenant, tu vas pouvoir serrer ton fils dans tes bras à nouveau. » Diana regarda Carmen comme si elle la voyait vraiment pour la première fois. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous tout risqué pour moi? Vous ne me connaissez même pas. » Carmen ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre, voyant les lumières de la ville défiler de manière floue, parce qu'il y avait un enfant qui pleurait, et je ne pouvais pas faire semblant de ne pas l'entendre. Le taxi s'arrêta à un feu rouge. Un jeune couple traversa la rue main dans la main, riant d'une chose qu'eux seuls connaissaient. Diana les observa avec l'expression de quelqu'un qui contemple un monde lointain, inaccessible. « Et s'il ne me reconnaît pas ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. « Et s'il me regarde comme si j'étais une étrangère ?»« Alors tu le reconquéras, » dit Paula, « jour après jour, jusqu'à ce qu'il comprenne que tu ne l'as jamais abandonné, que tu t'es toujours battu pour revenir. » Diana acquiesça lentement, mais la peur était toujours visible sur son visage. Quand elles arrivèrent chez Carmen, il était déjà minuit passé. Diana s'assit sur le petit canapé du salon et regarda autour d'elle. Les murs écaillés, les meubles simples, les rideaux rapiécés. « C'est tellement différent du manoir, » murmura-t-elle. « C'est plus honnête, » répondit Carmen en lui servant une tasse de thé chaud. Diana tint la tasse à 2 mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour se rappeler qu'elle était en vie. « Demain, je vais voir mon fils. »« Oui, mais avant, nous devons prévenir la police. Tu devras tout raconter. Ça va être difficile. Je sais, mais j'ai tenu 2 ans dans une clinique où on me droguait. Je pense pouvoir supporter quelques questions. » Paula prépara le canapé pour que Diana puisse dormir. Elle apporta une couverture propre et un oreiller. Diana s'allongea lentement, le corps encore raide après avoir passé trop de temps immobilisée. Avant d'éteindre la lumière, elle regarda Carmen. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même sans me connaître. » Carmen s'est arrêtée à la porte. Une mère sait toujours quand quelque chose ne va pas avec un enfant, même si ce n'est pas le sien. Elle éteignit la lumière et laissa Diana seule avec ses pensées et ses larmes silencieuses. Dans la chambre voisine, Carmen n'arrivait pas à dormir. Elle fixait le plafond réfléchissant à ce qui allait se passer ensuite. Vanessa allait découvrir la vérité. Andrés allait devoir affronter la vérité. Et Thomas allait enfin retrouver sa mère. Mais rien de tout cela ne serait facile. Et Carmen savait qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Si cette histoire vous a vraiment touché, vous pouvez soutenir notre chaîne avec un super thanks ou en vous abonnant dès maintenant. Cela fait toute la différence pour que nous puissions continuer à raconter des histoires vraies comme celle-ci. L'opération policière dans la demeure des Villalobos a eu lieu à l'aube. Carmen était assise à l'arrière du véhicule, à côté de Diana, qui portait des vêtements empruntés à Paula, un jean et un chemisier bleu clair, mais dont les yeux brillaient d'une vie qui n'existait plus depuis 2 ans. Lorsque les voitures se sont arrêtées devant la maison, Andrés Villalobos a ouvert la porte en pyjama, les cheveux en bataille, complètement déconcerté par la présence de la police. Que se passe-t-il? Y a-t-il eu un cambriolage dans le quartier? C'est alors qu'il vit Diana descendre de la voiture. Il est resté paralysé. Son visage a pâli comme s'il avait vu un fantôme. « Diana » murmura-t-il, presque inaudible. « Mais tu es morte en couche. Je suis allé à ton enterrement. »« Ce n'était pas mon enterrement, » répondit Diana, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. C'était une imposture. De l'intérieur de la maison vint un bruit caractéristique. Les pleurs de Thomas. Diana tourna la tête vers le bruit. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'évanouir. « Mon bébé !» Dans la cuisine, ils trouvèrent Vanessa essayant de donner le biberon à Thomas, qui pleurait et repoussait le lait. Quand elle vit le groupe arrêté dans l'entrée, son regard parcourut Carmen, les policiers,
Andrés, et s'arrêta sur Diana. Le biberon glissa de ses mains et se brisa sur le sol. « Non, ce n'est pas possible !» Thomas tourna sa petite tête vers les voix, et il vit Diana. La mère et le fils se regardèrent en silence, et lentement, comme s'il reconnaissait quelque chose qui avait toujours été gravé dans son cœur, un sourire se dessina sur le visage du garçon. « Maman !» cria-t-il en tendant ses petits bras. Diana courut vers lui et le prit dans ses bras. Thomas se blottit contre sa poitrine comme s'ils n'avaient jamais été séparés, comme si 2 années ne s'étaient pas écoulées, comme si cet endroit, les bras de sa mère, était le seul endroit au monde où il avait toujours appartenu. « Mon petit garçon !» sanglota Diana. « Maman est revenue, maman est là. » Carmen observa la scène, les larmes coulant sur son visage. Paula, à ses côtés, lui serra la main. Vanessa fut emmenée menottée, criant qu'elle avait élevé Thomas, qu'il était à elle de droit. Mais ses paroles se perdirent dans le vent du matin. Le docteur Salazar et sa femme furent arrêtés. La clinique El Renacer fut fermée. D'autres victimes d'hospitalisation illégale furent retrouvées. Et Thomas, pour la première fois en 2 ans, a cessé de pleurer. 6 mois plus tard, Carmen était assise dans le petit jardin de la maison que Diana avait louée, simple mais pleine de lumière et de rires d'enfants. Thomas jouait avec des petites voitures par terre, babillant dans un mélange de mots et de sons inventés. Diana apporta 2 verres de jus et s'assit à côté de Carmen. « Il m'a appelé « maman » ce matin, pas « maman », maman, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Carmen sourit. « Parce que ça l'est. Il a toujours su qui tu étais. Il attendait juste que tu reviennes. » Diana resta silencieuse pendant quelques instants, observant son fils jouer. « Tu m'as sauvé la vie, Carmen. Tu as sauvé mon fils. Tu as sauvé notre famille. J'ai juste entendu quelqu'un appeler à l'aide. Ce n'est pas tout. Tu as tout risqué. Ton travail, ta sécurité, peut-être même ta vie, pour une inconnue. » Carmen regarda Thomas, qui courait maintenant dans le jardin, les bras ouverts, comme s'il était un avion. « On ne sait jamais quand on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Parfois, il suffit d'être attentif, d'écouter ce que personne d'autre n'entend, de voir ce que personne d'autre ne veut voir. » Diana posa sa tête sur l'épaule de Carmen. « Merci de m'avoir écouté. Et vous qui êtes restés jusqu'ici, peut-être que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous a-t-elle rappelé quelque chose, ou quelqu'un. La vérité, c'est qu'à un moment ou à un autre, nous sommes tous ce garçon qui pleure près d'un mur, demandant de l'aide d'une manière que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. Et nous pouvons tous être Carmen. Cette personne qui s'arrête, écoute et décide d'agir, même lorsqu'il serait plus facile de faire semblant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir entendu, que ce n'est pas notre problème. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est faire ce qui est juste même lorsque tout en vous vous crie de vous protéger, de rester tranquille, de ne pas vous en mêler. Parce que parfois, un seul acte de courage peut tout changer. Il peut réunir une mère et son enfant. Il peut ramener quelqu'un à la vie. Il peut faire cesser les pleurs d'un enfant. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Et cela signifie beaucoup. Merci d'être resté. Merci d'avoir partagé mes sentiments. Les histoires comme celle-ci ne sont pas faciles à raconter, mais elles sont nécessaires. Si cette histoire vous a touché, une autre vidéo vous attend ici. Peut-être qu'elle vous trouvera aussi là où vous êtes en ce moment. À la prochaine histoire. Et n'oubliez pas, vous aussi vous pouvez être la personne qui écoute quand quelqu'un demande de l'aide.